Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi le sujet de l'engagement militant. Oui. Alors, lors de rassemblements militants, quel que soit le sujet d'ailleurs, on observe parfois de fortes personnalités chez qui on ressent parfois de la colère, que ce soit dans les propos ou dans les actes. Et dans ton enseignement, donc tu parles des 5 blessures de l'âme, dont la blessure d'injustice. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est est-ce que quelqu'un qui a une blessure d'injustice dominante ou en tout cas très développée sera plus porté à avoir un engagement militant parce qu'il a besoin de justice? Et est-ce que ces personnes qui ont une blessure d'injustice très développée seraient celles chez qui on ressent beaucoup de colère dans les propos ou dans les actes? Mhm. Ah, ben c'est sûr, c'est définitif, hein, c'est la blessure principale parce que c'est quoi la définition d'être un militant? C'est quelqu'un qui veut combattre l'injustice. Il est Mm. convaincu que sa façon de faire, sa façon de penser va régler tous les problèmes, mais c'est des personnes qui sont très fermées. Fait que ce sont des personnes qui n'ont pas réglé des grosses blessures d'injustice qu'ils ont vécues dans le passé, dans d'autres vies, ça. C'est quand quelqu'un arrive à ce point-là pour être militant, disons, que ce soit au plan religieux, au plan politique, n'importe quoi, il y en a là, qui prennent ça tellement à cœur, là, c'est incroyable. Hein? Puis, tu sais, il y en a qui deviennent même violents. Donc, moi, je trouve que si quelqu'un veut travailler pour amener plus de justice sur la planète, c'est sûr que c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on vit plein d'injustices, que ce soit depuis qu'on est tout petit, dans notre famille, et puis à l'école, dans beaucoup de domaines, on vit de l'injustice. Mais, tu sais, c'est pas pour rien qu'on s'attire des situations d'injustice parce qu'on doit travailler sur notre blessure d'injustice, puis parce qu'en tout premier, on est injuste envers nous-mêmes. Fait que si une personne dit, moi, je vais faire tout mon possible pour amener la justice disons, dans le domaine du travail où je travaille, là, il y a tellement d'injustices, des abus de pouvoir et tout, mais je veux le faire surtout pour apprendre à travailler, mais tout en découvrant des choses sur moi. En quoi ça m'aide, moi, dans ma vie personnelle? Tu sais, pas juste toujours de travailler en pensant qu'ils vont arranger la vie des autres. Parce que ça, on n'est pas ici pour les autres. On est ici pour vivre avec d'autres personnes, pour apprendre à se connaître à travers eux. Fait que si quelqu'un, là, on l'a bien vu avec la COVID qu'on a vécu, qu'on vit encore, combien on a crié à l'injustice, que bien souvent, on trouvait que les gouvernements, c'était dans leurs décisions, ils vivaient de l'injustice. Bon, puis, enfin, les gens, ça a beaucoup réveillé, hein, beaucoup de militants, hein, cette situation-là. Mais si la personne ne regarde pas ce qu'elle apprend sur elle, de quoi elle a peur, comment elle se sent, à quel point elle est aussi injuste envers elle-même. Ça l'accuse les autres d'être injuste parce qu'elle l'est envers elle-même aussi. Et puis, il y a d'autres personnes qui l'accusent d'être injuste aussi. Si elle ne découvre pas ça, ben, elle va juste se faire du mal. Elle ne pourra pas vraiment être satisfaite, même si tout à coup, peut-être qu'il y a des changements grâce à ce que la personne a fait, mais ça n'a pas fait son travail en profondeur. Elle va se retourner de bord pour trouver une autre cause pour devenir militant, tant qu'on continue d'être militant. Tu sais. Mm. Et quelqu'un qui milite, par exemple, je ne sais pas moi, pour défendre les animaux, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'il a vécu dans une autre vie, son choix d'action, ou ça n'a rien à voir? Pourquoi on choisit de militer pour un sujet plutôt que pour un autre? C'est pas le sujet sur lequel on milite qui est important, c'est toujours de quoi j'accuse les gens, de quoi j'accuse l'autre. J'accuse l'autre d'être ignorant, d'être cruel, n'importe quoi. C'est toujours là-dessus qu'on doit travailler tout le temps, tout le temps. C'est faire le miroir. Hein, C'est ça. Donc, si j'accuse l'autre d'être ignorant, c'est que je ne m'accepte pas non plus dans mon aspect ignorant à moi.
C'est ça, puis tu sais, c'est facile de crier à l'injustice puis d'accuser les autres. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as dit ça? Tu sais, on le fait dans notre famille, on le fait dans la vie personnelle aussi. On essaye de convaincre des gens de nos façons de penser, puis on voudrait les changer, mais on oublie de regarder, mais si moi je les accuse de ça, c'est de quoi je les accuse d'être. C'est toujours pas de quoi je les accuse de faire. Tu sais, quelqu'un prend une mauvaise décision, ben, j'accuse cette personne-là d'être quoi? Et puis, c'est comme ça qu'on découvre des choses sur nous. Puis, si on est capable d'avoir assez d'humilité pour demander aux gens proches de nous, est-ce que toi, tu as déjà trouvé que moi, j'étais injuste ou j'étais cruelle ou j'étais, tu sais, pas assez humaine dans ma façon de penser. Quoi que ce soit, j'accuse l'autre d'être, là. Puis être ouvert à la réponse des autres. Ben, je veux juste savoir, parce que moi, je fais un travail sur moi, là, parce que j'ai de la misère, moi, avec les gens qui sont comme ça, puis j'ai appris que si moi, je juge les autres de la même, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me juge de ça. Fait que quand on est vraiment centré comme ça, puis je veux vraiment savoir pour moi, les autres, ils vont nous dire la vérité. Parce que souvent, c'est pas facile, hein? Quand tu demandes à une personne, ça t'arrive-tu de me traiter de cruel? C'est pas évident. Mais si j'ai peur de la réponse, l'autre, elle va dire, oh non, non, non. Tu sais, elle ne pensera pas. Mais si elle sent que toi, tu veux vraiment savoir là, la vérité, tu es prête à accepter la vérité, la personne va te le dire. Puis j'ai tellement vu, ben, pas juste moi dans ma vie, là, mais dans la vie de milliers de personnes là, qui ont eu des retrouvailles tellement merveilleuses avec des gens qui ne pouvaient pas sentir, puis la belle-mère, n'importe qui, là, tu sais, c'est parce que quand on essaye de toujours changer quelqu'un tout le temps, c'est une façon d'être militant aussi, ça. Quelqu'un qui a cette humilité, justement, qui fait ce travail sur lui pour essayer d'accepter le plus de facettes de son être possible, et qui était un grand militant au départ, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il va s'accepter, il aura plus ce désir de militer, il aura plus le goût de ça, ou alors il va le faire, mais différemment, plus avec le cœur qu'avec la peur? Oui, bien, si c'était dans sa nature là, de vraiment amener la justice à la planète Terre, puis que, tu sais, parce que ça dépend de notre plan de vie. C'est que moi, j'ai un plan de vie humanitaire, tu sais, je suis un 22 là, dans numérologie, fait que c'est dans mon plan de vie, c'est normal que je fasse quelque chose qui travaille au niveau planétaire. Mais alors, quelqu'un qui a ça, une fois qu'il a vraiment bien placé les choses et puis qu'il est prêt, que ça marche pas, lui il a fait ce qu'il avait à faire, il va continuer de le faire, mais il va le faire différemment en, se, en étant plus dans l'acceptation, parce que ça ne veut pas dire que parce que moi je décide que maintenant telle chose devrait changer, que ça va se faire maintenant, hein. Tu parlais de plan de vie, quelqu'un justement qui a ce besoin de justice dans son plan de vie, est-ce que ça veut dire, par exemple, que ça ferait un bon avocat? Est-ce qu'il y a par rapport à nos blessures, est-ce qu'il y a des professions du coup qui nous correspondent plus? Oui, mais comme on le voit bien, moi je le vois surtout chez les policiers, les espions, c'est toujours, tu le vois, là, des gens très rigides, tu sais, là, puis parce que dans le fond, ils veulent avoir de la justice et ils font des métiers comme ça puis les avocats aussi, hein, les avocats aussi. Mais ça dépend toujours, les avocats, est-ce qu'il a plus choisi ce métier-là juste parce que le reste de la famille était des avocats, il veut faire comme son papa puis ses oncles, il ne veut pas les décevoir. Alors, c'est peut-être pas pour la justice qu'il le fait, tu sais, ou l'autre le fait juste pour faire de l'argent, mais l'avocat qui vraiment, là, tu sais, c'est important je l'ai vu plus ben, dans le physique là, des gens. J'ai vu plus chez les femmes avocates. Les femmes avocates ont beaucoup plus toute la physionomie tu sais, du bon rigide là, qui est là pour amener la justice. Alors, tu parles du rigide, moi je parle d'injustice. Pour les gens qui ne sont pas habitués aux termes que tu utilises, en fait, on parle de blessure d'injustice, mais de masque de rigide, mais les deux sont liés. Et justement, pour quelqu'un qui se reconnaît peut-être qui est un grand militant et qui ne sait pas s'il a ou pas la blessure d'injustice, est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques physiques et comportementales de quelqu'un qui a la blessure d'injustice?
Ben, la blessure de justice, c'est que tu es, très rigide dans toi, tu considères le bien et le mal, le correct, pas correct. C'est ça qui te fait, qui gère, qui mène notre vie finalement. Tu sais. Puis tout ça, c'est ce qui est malheureux, c'est que tous ces bien, mal, correct, pas correct là, ils sont dirigés par notre ego. C'est l'ego qui nous dit ben là tu n'aurais pas dû faire ci, puis tu aurais dû, à chaque fois qu'on parle comme ça au conditionnel, je devrais pas, je voudrais, j'aurais dû. Ça veut dire que si on est toujours dans notre ego, si on est dans le jugement, on est dans la non-acceptation, la culpabilité, parce que c'est notre ego qui dit, c'est la voix de l'ego, ça, qui nous dit ça sans arrêt. Parce que on en parle, écoute encore sans arrêt, on parle d'ego dans tous les ateliers, parce que dans le moment, c'est rendu, ça n'a plus d'allure, c'est hors des mythes. C'est la grande puissance de l'ego chez l'humain, on le voit chez des gens qui sont dans l'ego, mais c'est quasiment 23 heures sur 24, là, que c'est tout le temps dirigé par leur ego. Il y a pas, puis on le sait qu'on est nous-mêmes quand on est capable de s'intérioriser puis de dire, ben, tu sais, comment je me sens, là, tu sais, ah, ben, je me sens bien. Puis, tu sais, quand on est capable d'être nous-mêmes, on est conscient, tandis que si c'est toujours du matin au soir, au travail, j'arrive chez nous, puis, ah, ben là, il faut que je me dépêche à faire le souper, là, parce que tout le monde m'attend, puis, tu sais, c'est des gens, il y en a qui n'ont pas beaucoup de répit dans une journée, hein. Aussitôt qu'il y a le moindre petit malaise, qu'on ne savait pas, je suis bien, tu sais, que ça ne fait pas, wow, c'est l'ego, tu sais. Puis on le voit même en travaillant. Tu sais, des fois, là, moi, je peux être en train d'écrire ou, je ne sais pas, mais ça peut être répondre à mes courriels, puis là, je réponds un après l'autre, puis ça. Puis ça va bien, tu sais, je suis là. Mais ça veut dire que je suis moi-même, en travaillant. Mais tout à coup, si je dis, oh mon Dieu Seigneur, il est déjà rendu, oh mon Dieu, ça m'a donc pris du temps, puis là, il me laisse encore ça. Là, oups, je suis plus bien. Là, c'est l'ego. Tu sais, on passe un à l'autre, mais les gens en sont inconscients. Pour ça, comment je peux arriver à changer quelque chose si je ne suis pas consciente? Pas consciente que je suis en train de vouloir changer quelqu'un parce que moi, je crois que ma façon d'être est meilleure que la sienne. C'est ce qu'ils font les militants. Ils sont convaincus que si les dirigeants, à quelque part, agissaient de telle façon, tout irait bien, tu sais. Puis, moi, j'ai un de mes fils, donc c'est un grand militant, là, tu sais. Mais lui, c'est dans les paroles. Il ne prend pas des actions là, pour essayer de changer des choses. Mais lui, là, il y a des solutions. Là. Puis quand il m'en parle, je trouve génial ces solutions, tu sais. Mais par contre, il est assez sage pour pas dire, dire, bon, moi, je sais que s'il faisait ça de telle façon, là, ça irait bien mieux. Mais il est capable de vivre sa vie quand même. Là, et ces solutions, c'est vrai qu'elles sont bonnes. Et donc, en tout cas, une des caractéristiques de quelqu'un qui a cette blessure assez marquée, c'est qu'il sait il sait tout mieux que tout le monde, quoi. Oui, mais ça peut être vrai qu'on sait mieux que quelqu'un dans quelque chose, c'est normal, mais c'est de vouloir l'imposer à l'autre qui n'est pas bien. Tu sais, c'est pas de se prendre pour un autre, de savoir qu'il y a quelque chose, comme moi, je sais que je suis bien organisée, je suis mieux organisée que beaucoup d'autres personnes autour de moi. Bon, ben, ça ne veut pas dire que je me prends pour un autre, c'est un fait, je suis bien organisée. Bon, on doit reconnaître nos qualités aussi, on doit reconnaître qu'on a une solution, on est convaincu que ça irait bien, mais c'est juste la façon qu'on le fait. Puis si on juge ceux qui ne pensent pas comme nous, si on les juge, là, ça veut dire que notre façon de penser vient de notre ego. Et est-ce qu'il y a des caractéristiques physiques pour que les personnes se reconnaissent? Tu parlais des avocates, souvent des corps un peu rigides. Ah oui, oui, ça, c'est dans tous mes livres sur les blessures. Là, il y a beaucoup de caractéristiques physiques pour chaque blessure, chacune des 5 blessures. Mais pour le rigide, c'est quelqu'un ça le dit bien, le mot rigide,
quelqu'un qui est droit, tu sais, qui est déterminé, qui fonce, des yeux qui regardent direct, là, tu sais. Fait qu'ils en général, ils ont un corps assez bien équilibré, là, tu sais, du haut en bas, mais puis des gens qui ont toujours l'air, souvent qui peuvent être même obsédés par la propreté. Tu sais, c'est des gens que souvent qui ont la plus propre sur eux-mêmes, mais tous les problèmes d'obsession, de toc, ça, c'est tout avec la blessure d'injustice. C'est trop, sont trop perfectionnistes en quelque chose. Tu sais, parce que tout le monde qui a la blessure d'injustice, notre perfectionnisme, on est porté à être des perfectionnistes, mais notre perfectionnisme est mal géré. On se tape sa tête sans arrêt quand c'est pas aussi parfait que ce que notre ego dit. Tu sais. Moi, je n'arrêterai jamais d'être une perfectionniste. Puis j'ai besoin d'être une perfectionniste parce que quand j'écris des ateliers, comme là, je suis en train d'écrire un livre, il faut que je pense à tous les détails, dans les chapitres et tout ça. J'ai besoin d'être une perfectionniste dans ma façon de travailler. Mais est-ce que je suis capable d'être j'appelle ça une perfectionniste qui s'accepte, tu sais. Avant, j'étais une perfectionniste idéaliste. Ça veut dire que je veux créer un idéal de perfection, que ce soit dans l'apparence, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon travail. Alors ça, c'est nuisible parce que ça nous fait toujours être sur le qui-vive, ça nous stresse, ça nous fait, tu sais, on s'en demande trop, on ne prend pas le temps de se reposer quand on devrait, parce que non, c'est pas fini, il faut que je finisse ça. Tandis que si c'est ça qu'on enseigne avec ton corps, continuer à être perfectionniste, à rechercher la perfection dans ce qu'on fait, mais moi, je n'utilise plus le mot perfection dans ma vie, j'utilise le mot excellence. J'aime mieux que ce soit le plus excellent possible. Parce que selon moi, ça ne pourra jamais arriver à une perfection. Pour moi, la perfection est seulement la perfection divine. Tu sais, l'humain ne peut pas arriver à être parfait parce que, tu sais, j'ai vu des fois, là, je venais de faire une conférence. Ah là, ce soir, là, c'était parfait ma conférence. Ah là, je suis contente, je suis fière de moi. Puis là, quelqu'un me disait, des fois mon mari ou quelqu'un disait, ah ben c'est drôle, moi, à soir, j'ai trouvé que tu ne répondais pas comme d'habitude, puis tu n'étais pas aussi souriante. Puis d'autres fois, je disais, oh, Seigneur, moi, il me semble qu'à soir, là, si je n'étais pas comme d'habitude, tu sais. Là, mon mari disait, ben non, tu étais parfaite. Tu vois? Fait que c'est toujours dans l'œil de celui qui le dit, la perfection. Tu peux pas, il y a pas, c'est impossible que 5 personnes ensemble aient la même version du mot perfection dans tel domaine. Tu sais. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est juste au niveau divin que c'est parfait. La vie est parfaite comme la vie est parfaite dans comment le corps humain fonctionne. C'est des perfections divines. Mais à part ça, moi, j'aime ça, que ce soit de plus en plus excellent. C'est beau, c'est à mon goût, puis c'est juste ça qui compte. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que dit Lise, que vous êtes perfectionniste et que vous n'allez pas vers l'excellence, mais plus vers la perfection, vous avez des obsessions, des tocs, que vous aimez bien imposer votre point de vue, que vous avez un physique assez rigide, ça veut dire que probablement votre blessure, elle est quand même bien présente. Et donc, si les gens se reconnaissent et qu'ils veulent aller plus loin sur le sujet des blessures, Lise, pour mieux se comprendre, quel atelier tu leur proposes? Ben, notre atelier sur les blessures, mais je suggérais être bien avant de faire les blessures, tu sais, parce que ça, être bien, ça donne l'idée générale de tout, puis les blessures, ça, c'est plus ciblé, là. Donc, si vous voulez aller plus loin sur la blessure d'injustice et sur toutes les blessures, Lise vous conseille de faire d'abord l'atelier être bien, puis l'atelier sur les 5 blessures de l'âme. Si vous voulez poser des questions à Lise, comme tous les jeudis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. On les posera lors des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour avoir les notifications des vidéos qui sortent. Et on va terminer en te remerciant, Lise, parce que toi, tu as quand même milité pour l'amour quelque part. Oui. Ta vie a été consacrée à promouvoir l'amour et Oui. ça donne un beau résultat quand même.
Oui, mais au début, j'étais comme un peu militante parce que, tu sais, j'insistais, puis j'aurais donc voulu que tout le monde adhère à ce que je croyais, puis qui avait marché pour moi, tu sais. Mais c'est ça qu'il a fallu que j'apprenne le plus, là. Puis je l'ai appris avec ma famille pour commencer, parce que mes sœurs, puis tout ça, tout dans ma famille, là, ils pensaient que j'étais dans une secte, là, puis que j'étais en train de me faire un lavage de cerveau, puis ça, ça a été difficile de juste accepter. Puis là, je suis arrivée après quelques années à être capable je suis assise avec mes sœurs, de tout ensemble, puis nous, on parle de ses problèmes d'argent, l'autre ses problèmes de santé, son problème de poids. Puis il n'y en a pas une qui dit, ben Lise, t'aurais-tu une suggestion, quelque chose que je pourrais faire avec ça? Tu sais, là, je suis assise, je les écoute parler, puis je ne dis pas un mot. Ça, c'est une belle victoire pour moi. Je ne réponds, je leur parle seulement s'ils me le demandent. Ils savent ce que je fais. Je suis capable maintenant, c'est correct. Je me dis, c'est leur vie, c'est leur choix. Tu vois, j'ai quelques-unes de mes sœurs, puis j'ai un frère qui sont décédés du cancer, puis ils n'ont jamais voulu faire les ateliers. Je leur avais offert tout gratuitement, puis ils n'ont jamais voulu le faire. Mais je me dis, c'est leur vie, c'est eux autres à décider, ça va être eux autres qui vont assumer les conséquences. Et moi, je fais mon possible pour moi, puis j'utilise ce que j'enseigne pour moi, puis c'est ça. Je suis ici pour ma vie à moi. Et tu acceptes que tout le monde ne te suive pas. C'est ça, oui. Ben, merci beaucoup, Lise, pour tes réponses. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Bye.